Alors après le menton, nous allons, et l'Antarctique, nous allons vers l'épaule, avec une communication à quatre mains, si j'ose dire, de Guillaume Herzberg et Marion Burnier. Intérêt de l'assistance arthroscopique pour le traitement des fractures du fond de la glène de la scapula. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le Professeur Merle, notre parrain, c'est un honneur de présenter à deux ce sujet auquel nous tenons beaucoup. Après l'éthique, l'Antarctique, la lèvre asymétrique, voici de la mécanique et une étude arthroscopique. C'est un sujet, c'est une avancée, c'est une avancée dans ce domaine qui est une niche. Vous allez voir que c'est vraiment pas beaucoup de malades, mais c'est quelque chose qui est une nouveauté. Voilà. Marion, le plan. Donc voici aujourd'hui le plan qu'on va suivre pour cette session. Et puis tout d'abord un petit rappel de la biomécanique importante de l'épaule, qui est une biomécanique relativement complexe, notamment avec le mouvement de circonduction de l'épaule, qui est permis par 5 différentes articulations, et en particulier les articulations scapulo-thoraciques et gléno-humérales. Ici, on va voir toute l'importance de l'articulation gléno-humérale et notamment de la bonne congruence de cette articulation par une réparation satisfaisante des fractures de glène, car c'est une articulation qui supporte un certain poids et qui doit donc avoir absolument une réduction la plus satisfaisante possible. Alors, l'ensemble du membre supérieur c'est du muscle. La seule jonction osso-articulaire, elle est sternoclaviculaire. Diapo. Et donc, le rôle de la glène est fondamental. Vous le voyez dans cette animation. Oui, c'est bien une animation qui montre que la glène va supporter la tête humérale et que le mouvement d'élévation se passe non seulement en scapulo-huméral, mais aussi beaucoup en scapulo-thoracique. Et on voit que cette glène est entourée de muscles, et c'est pourquoi les lésions en particulier du corps de cette scapula, cette glène et également cette scapula sont vraiment entourées de muscles, de gros muscles, ne nécessitent pas forcément une réduction, car elles sont dans un environnement favorable qui permet une bonne consolidation. Voilà, il n'y a pas tellement besoin de bien réduire le corps de la scapula, on le sait bien, par les fractures extra-articulaires. En revanche, la réduction du pilier sous la glène est fondamentale parce qu'elle va supporter l'article. Et cette fameuse glène, qui est donc la composant de l'articulation gléno-humérale, qui, on l'a dit, est une des 2 articulations principales de l'épaule. Épaule qui doit supporter le poids du corps et parfois plus. Épaule qui est parfois soumise à rude épreuve. Voilà, ça souffre. Et évidemment, vous voyez le début de la chute et la possibilité d'un traumatisme en compression de la glène de l'épaule. Vous allez voir que ce sont des patients qui ont en moyenne 1m80 et 87 kg. C'est du lourd en général. Alors... Et d'ailleurs, ces fractures, évidemment, bénéficient de différentes descriptions, différentes classifications, comme celle de Gauss de 1995. On voit bien qu'au premier coup d'œil, elle ne va pas forcément être facilement retenable. Et même si on utilise différents chiffres, une nouvelle fois, ce n'est pas forcément une classification qui est très utile en réalité, parce que qu'est-ce qu'on aime dans les classifications? C'est éventuellement qu'elles nous donnent des indications thérapeutiques. Et on voit notamment que ces lésions du pilier qui remontent dans la glène se retrouvent à différents stades. Donc c'est pas forcément l'idéal, si on peut dire. Il y a une autre façon d'être plus simple et straightforward d'évaluer ces fractures de glène. Voilà, mais enfin, il y a du bon quand même, c'est-à-dire que vous allez voir, fracture du bord, c'est fracture du bord avec des luxations, les fractures du pôle inférieur qui sont liées cette fois-ci au pilier. On traite aujourd'hui. Les fractures du pôle supérieur, étendues ou non, mais ça ne change rien. Et les fractures des 2.
ou bien les fractures complètement comminutives. Et ça, on le retient, il suffit de le voir pour le retenir. Et là, on parlait d'os, mais autour de cet os, il y a évidemment des tissus mous, et pas n'importe lesquels. À la partie antérieure, comme a mentionné récemment Monsieur Merle, il y a le plexus brachial et également tous ces éléments vasculo-nerveux. Donc pour ces fractures, il est communément admis qu'on va rarement passer par la voie antérieure, mais plutôt par des voies d'abord postérieures, comme celle décrite et largement utilisée par le professeur Judet. Voie largement utilisée, mais également large, avec des décollements musculaires énormes. Et vous voyez, est-ce qu'il est vraiment utile, comme dans cet exemple, de synthéser aussi méticuleusement toute la partie du corps dont on sait que finalement elle va cicatriser et que les calvicieux ne sont pas si importants? Donc, c'est pourquoi on peut se poser la question de l'intérêt de l'arthroscopie, parce qu'en réalité, on s'est aperçu que la partie importante de cet os et de cette articulation reste la gaine, pour obtenir une bonne réduction articulaire. Et on connaît l'arthroscopie depuis de nombreuses années et l'intérêt de l'arthroscopie en chirurgie orthopédique. Donc pourquoi pas l'aide au moins de l'arthroscopie pour une bonne réduction sans avoir un abord trop invasif et trop enraidissant pour ces fractures articulaires. alors pardon de cette introduction un petit peu longue, et en particulier mécanique, mais ça recentre la question vis-à-vis des autres types de fractures. L'arthroscopie est largement utilisée pour les fractures de berge, pour les fractures du pôle supérieur, mais il n'y a pratiquement rien pour les fractures du pôle inférieur. Il y a uniquement 2 articles dans la littérature que vous avez sous les yeux, avec des méthodes de synthèse qui sont quand même un petit peu légères, et on s'est dit qu'il y avait sûrement moyen de faire mieux que cela. C'est pourquoi on a mené cette étude à propos d'une série de 11 cas, une série monocentrique avec un seul chirurgien. Vous voyez, l'âge moyen est de 44 ans, avec des patients, on ne l'a pas mis ici, mais qui effectivement ont à peu près une moyenne de 1m80 et 80 kg, donc plutôt des patients avec des besoins fonctionnels élevés. La méthode, ça a été une étude scannographique pré- et post-opératoire, avec notamment des analyses scanner en 3 dimensions qui nous permettaient de mesurer à la fois l'écart, la marge d'escalier, mais également l'angulation du déplacement. Et oui, alors voilà les déplacements. Parmi les 11, il y a vraiment 9 cas extrêmement déplacés que vous avez ici. Et pour opérer ces patients, il faut être familier avec la technique de décubitus latéral. Les arthroscopies peuvent se faire soit en semi-assis, soit en latéral, et il faut connaître la position latérale. Là, c'est tout à fait indispensable dans ce cas. L'intérêt de la position latérale étant d'avoir un accès à la fois antérieur et postérieur à cette glène, ce que ne permet pas toujours, ou en tout cas pas de façon aussi évidente, le demi-assis. Voici un exemple de la technique opératoire utilisée. La mini-invasive dorsale et la combinaison d'une mini-invasive dorsale simultanée avec la vision arthroscopique médiale et la fixation qui peut ainsi être économique et exacte, sans contrôle radiographique, avec un petit peu la surprise qu'on a eue au fil des cas de voir qu'il y avait assez peu de lésions associées du bourrelet ou des parties molles périphériques. Et là, on mord un petit peu sur les résultats, mais il est évident qu'une technique arthroscopique moins invasive va donner des résultats plus rapides et meilleurs. L'avantage également de l'arthroscopie, comme on le sait pour d'autres articulations, c'est qu'elle nous permet à la fois évacuer l'hématome et d'évaluer les lésions éventuelles tendineuses ou du bourrelet associées à ces fractures. Maintenant, voyons les résultats. Vous voyez que les déplacements étaient importants, à la fois que ce soit l'écart, la marche ou l'angulation du déplacement, et qu'on obtenait une réduction satisfaisante après chirurgie. Ce qui est le mérite de l'interne des hôpitaux de Lyon, Louis Ducharme, d'avoir calculé tous ces angles et de les avoir présentés récemment à la Société française d'arthroscopie. Voici le premier exemple. 4 exemples, pardon. Oui, pour le premier, c'était un patient de 45 ans, forcément avec un traumatisme élevé, comme la plupart des patients qui ont ce type de lésion. Vous voyez donc cette fracture complexe qui a atteint à la fois le corps de la scapula et le pilier inférieur, s'étendant jusque dans la glène, avec un déplacement qui n'est pas tolérable, car il amènera à la fois éventuellement à une pseudarthrose, mais aussi et surtout à une arthrose post-traumatique rapide. Alors, vue arthroscopique par l'arrière, évidemment de l'hématome, mais pas tant que ça, assez facile à nettoyer. On fait le bilan complet.
shaving, et petit à petit on va délimiter le trait comme vous allez le voir ici, la marche d'escalier, avec la surprise que c'est pas si important que ça. Et la deuxième surprise dont nous avons déjà parlé, c'est le fait que le bourrelet est relativement conservé, et qu'il est donc très intéressant d'avoir une vision économique de cette lésion par l'arthroscopie, et encore une fois de la combiner avec un mini-abord dorsal centré sur le pilier, tout en négligeant un petit peu tout ce qui est extra-articulaire. Voici la fixation et le scanner de contrôle post-opératoire qui montre la bonne fixation, la bonne réduction de la lésion, de la fracture de la glaine. Le résultat du patient qui a 10 ans de recul maintenant, qui nous a gentiment envoyé ces vidéos. Et avec ce score pour lequel on a le Lyon Shoulder Score, on a le même type de score pour le poignet et le coude, et on remercie notamment l'interne Liliane Lee qui a beaucoup travaillé à l'élaboration de ce sport, qui permet, grâce à la création de ce diagramme, d'avoir en un seul coup d'œil l'évolution de vos patients. Vous pouvez mettre le pré- et post-opératoire. Un autre exemple, avec cette fracture qu'il a avec un déplacement encore plus important, comme vous pouvez le voir, non seulement du corps de la scapula, mais on a dit c'est pas forcément ce qui nous inquiète le plus, c'est surtout cette fracture de la glaine et du pilier inférieur qui, vous voyez ici, est vraiment très déplacée vers le bras, probablement aussi par une traction du triceps qui est responsable de ceci. Et donc quand on voit ça, on doit s'inquiéter. On doit s'inquiéter, on doit vérifier le nerf axillaire. Et dans ce cas-là, le nerf axillaire était intact en pré-opératoire. Mais également les vaisseaux avec un angioscanner, et on va vivre la chirurgie un peu différemment, et on va les contrôler en antérieur si besoin cette partie, en tout cas être prêt à aller la contrôler en antérieur. Ça c'est la vue arthroscopique. Et alors, ce qui était tout à fait extraordinaire pour ce cas, c'est que la surface cartilagineuse elle-même était conservée, et vous vous rendez compte sur le plan pronostic de ce que ça change pour le patient. Il suffisait de ramener ce fragment par le mini-abord dessous pour faire un étai, pour mettre quelque chose sous le cartilage, et avec un traitement relativement simple et une méthode de fixation également relativement simple. Donc voilà les manœuvres, beaucoup de manœuvres de levier pour réduire tout cela, et une fixation qui n'a pas besoin d'être hyper solide, et qui permet à la fois la réduction et la stabilisation. Alors un autre cas très intéressant. Celui-ci à nouveau en choc à haute énergie. Vous voyez qu'il y a différentes lésions, non seulement de la scapula, mais également une fracture de la clavicule associée, une fracture déplacée de la glaine et du pilier inférieur de la glaine, puisque c'est donc le sujet. Et là, on a cet esquille antérieur qui, une nouvelle fois, est une lésion à risque, notamment lorsque l'on va potentiellement manipuler et réduire la scapula. Une nouvelle fois, on a complété le bilan par un angioscanner, et là, il a été question d'aller contrôler, dans le premier temps, d'aller contrôler en antérieur l'artère. Voilà, parce que problème, si on est en arrière, comme on vient de décrire, mini-abord dorsal, l'arthroscopie, et que le fait de tirer sur ce fragment qui pointe en avant et qui faisait une plaie sèche de l'artère axillaire se met à saigner, on est totalement dépourvu. Donc indispensable d'aller vérifier en premier et contrôler l'artère axillaire. C'est fait. Et par la suite, voici le temps postérieur, comme vous l'avez vu avec cet abord dorsal, qui permet de manipuler les fragments, et notamment le fragment du pilier inférieur de la gaine. En même temps, on peut suivre et réaliser un nettoyage arthroscopique et suivre notre réduction par ces manœuvres extra-articulaires. On suit notre réduction articulaire, et on peut ensuite aller fixer de la même façon qu'on l'a fait par des vis. Et après cette fixation, ici, on a poursuivi la chirurgie, bien sûr, par la fixation de la fracture de la clavicule qui, dans ce cas-là, se devait d'être stabilisée et synthésée. Et voici le contrôle post-opératoire. Voilà, on n'oublie pas la clavicule. Le dernier, mais last but not least, comme diraient nos amis anglo-saxons, parce que là on est à 6 semaines. Donc à 6 semaines, vous voyez qu'il y a déjà une belle ébauche de consolidation qui a eu lieu, comme on le voit sur les belles reconstructions en 3 dimensions, de cette fracture une nouvelle fois du pilier inférieur de la gaine. Et là, on est plutôt content de pouvoir travailler à 4 mains dans ce genre de chirurgie. On a bien réfléchi. Ça va être, voilà. Et on a bien réfléchi, on a opéré ce malade ensemble, justement. Et on s'est dit pourquoi pas.
pourquoi pas. Et ben voilà, image vraiment excellente de la vue arthroscopique. Une nouvelle fois, on fait un contrôle de la lésion du tendon, enfin d'éventuelles lésions du tendon du long biceps, du bourrelet, puis on arrive sur la fracture qu'il a fallu un peu décoconner, puisque effectivement à 6 semaines, on avait un début d'ossification qui s'était créé, de consolidation. Et puis une fois qu'on a pu manipuler le fragment et réaliser une réduction qui se fait sous contrôle arthroscopique une nouvelle fois par éventuellement des broches joystick ou soit en contrôlant directement les fragments par l'abord dorsal extra-articulaire, on peut réduire la fracture et la fixer et obtenir une réduction qui est satisfaisante chez ce jeune patient et chez lequel on ne peut pas tolérer ni une marche ni un déplacement articulaire trop important. Avec le contrôle post-opératoire, une fixation simplement avec 4 vis. Alors, oui. Pardon, oui, il s'agit donc de la première série des fractures inférieures de la glène et sous assistance arthroscopique, parce qu'effectivement on effectue un abord, mais le but étant de ne pas avoir à réaliser une arthrotomie large au niveau articulaire. Alors simplement, modestie quand même, parce que d'abord c'est une petite série, et puis en plus elle est encore en cours. C'est très difficile, comme nous le savons, de revoir des malades de traumatologie, donc ils ne sont pas tous revus, mais on a des reculs chez au moins 4 d'entre eux d'une dizaine d'années, donc c'est quand même tout à fait intéressant. L'évolution spontanée de ces fractures non traitées, on peut se poser la question, elle est catastrophique, et ça a été montré récemment dans cet article. Alors évidemment, ça peut aller chez quelqu'un de très âgé, mais ça ne peut pas aller du tout dans la population dont nous avons parlé. Et d'ailleurs, on sait qu'on a moins fréquemment ce genre de fracture chez les personnes plus âgées, probablement par une densité osseuse un peu différente et effectivement également des types de chutes différentes. Dans les différentes voies d'abords utilisées, on connaît des abords un peu plus larges qui ont été décrits, ou alors l'association de plusieurs abords combinés qui permettent d'avoir accès aux différentes fractures à la fois du corps ou du pilier de la scapula. Mais même si vous faites des abords mini et combinés, vous n'êtes pas encore dans la glène. Et c'est là la clé. Et donc c'est pourquoi on a suivi les 2 articles qui avaient été précédemment décrits et qu'on a créé cette série, qui nous a montré qu'il s'agissait d'une technique fiable et reproductible pour prendre en charge ces patients avec un abord le moins invasif possible, sous réserve évidemment de résultats à plus long terme, à la fois cliniques et radiographiques. Encore une fois, c'est une étude préliminaire, c'est quelque chose qui simplifie paradoxalement la chirurgie, pourvu qu'on soit habitué à la technique arthroscopique et notamment des cubitus latérales, mais c'est quelque chose qui mérite d'être popularisé pour cette niche de patients que représentent les fractures de la glène de la scapula. Et nous vous remercions. Merci. Merci beaucoup pour cette série finalement qui est originale. Vous êtes les premiers, donc est-ce que vous avez des questions ? Mais peut-être d'abord. Bien. Bravo à vous deux parce que c'est un sujet extrêmement important et d'actualité. Car vous avez vu sur les grands axes et dans les grandes banlieues le nombre de squads et de motos qui se retournent avec une vélocité horrible et des fracas multiples. Vous répondez à un vrai problème du futur de cette épaule. Et ça sera intéressant de vous entendre dans quelques années quand vous allez nous parler éventuellement du nombre d'homarthroses que vous avez pu observer malgré la qualité de votre traitement. Pourquoi c'est intéressant? Parce que vous ne dévascularisez pas ces fragments d'eau par des abords chirurgicaux considérables. Et deuxième chose, vous gardez un capital osseux. Or, vous êtes bien placé pour savoir que quand on n'a plus de capital osseux au niveau d'une glène, on est moins ambitieux au point de vue arthroplastie totale d'épaule. Donc, si vous voulez, ça, c'est une véritable avancée diagnostique, thérapeutique pour nous, et ça veut dire qu'il faut être offensif tôt et non pas attendre une pseudo-consolidation pour essayer de rectifier les calvicieux. En tout cas, bravo pour cette idée. Merci. Merci. Moi, je voudrais aussi vous féliciter, mais rappeler aussi un pionnier.
Parce que dans les années 60, Robert Judet opérait les fractures de l'omoplate. Mais bien sûr, il n'avait pas l'arthroscopie. Enfin, il l'utilisait pour le genou, mais pas encore pour l'épaule. Et il est sûr qu'en voyant la glaine, vous avez sûrement une meilleure réduction que l'abord direct qu'il faisait sur l'omoplate. Mais finalement, il avait abordé les fractures de l'omoplate parce qu'il pensait, il venait de traiter les fractures du cotyle. Et qu'il avait découvert les deux colonnes antérieures et postérieures des fractures du cotyle. Donc il était au niveau de l'épaule, il avait fait le même raisonnement au niveau de l'épaule qu'au niveau du cotyle. Mais seulement il abordait directement l'omoplate. Nous l'avons cité largement, hein, Robert Judet, le grand abord au moment de la chirurgie ouverte très large avec cette grande voie. Il a été le précurseur en effet de ça et il est cité dans le monde entier pour cet abord. Alors, on a une question de Jean-Pierre Rosenbaum et puis ensuite de Henri Coudane à distance. Y a-t-il un intérêt dans les lésions que vous avez présentées de la planification préopératoire par réalité augmentée justement, à partir d'une imagerie de façon à planifier votre opération? Merci pour cette question. En effet, on n'a pas encore utilisé ce système, mais même sans ce système de planification, on a l'habitude, et Guillaume Herzberg, qui est mon mentor, m'a appris effectivement à réaliser des bonnes reconstructions 3 dimensions, avoir déjà des bonnes coupes scanners, des bonnes reconstructions 3 dimensions, de se mettre dans la position dans laquelle on opère, pour qu'une fois qu'on arrive, comme on le sait tous, tout doit être déjà préenregistré, et au moins on a une bonne visualisation. Et très bonne remarque et très bonne idée de ces impressions 3D qui peuvent être utiles, qui ont été utilisées un petit peu au niveau de la main pour des reconstructions du pôle proximal du scaphoïde et qui pourrait avoir un intérêt pour ces fractures de glaine complexes. Après, il faut les avoir dans un délai relativement rapide parce qu'on voit plus on les traite tôt et plus ce sera confortable. Oui, parce qu'on a fait une conférence. Les analyses 3D, il faut presque se retirer avec les analyses 3D et plutôt que de les avoir à côté sur un ordinateur, les avoir dans le cerveau au moment où on opère. Et ensuite, c'est beaucoup plus facile puisqu'il suffit de regarder et on a sous les yeux la glaine pourvu qu'on soit bien orienté. Une question d'Henri Coudane. Oui, bonjour. D'abord, je voudrais vous féliciter. Bonjour. Pour cette excellente présentation avec des illustrations tout à fait extraordinaires. Alors, comme vous le savez, enfin, Monsieur Herzberg, bien sûr, mais Marion, moi, je suis l'ancien président de la Société française d'arthroscopie et j'étais président à une époque où vous deviez être probablement en 6e ou en 5e. Donc, c'est il y a fort, fort longtemps et on avait présenté les premières ostéosynthèses sous contrôle arthroscopique, mais exclusivement pour les fractures de la partie antérieure, où c'était effectivement beaucoup plus facile. Alors là, la qualité, enfin, c'est la partie inférieure, ça devient déjà beaucoup plus difficile. Et j'aurais simplement une question à vous poser sur le plan technique. Est-ce que systématiquement, dans les cas que vous avez présentés, vous êtes passé par devant, par derrière? Est-ce que vous avez fait une 3e voie d'abord? Et puis une deuxième question un peu plus anecdotique, mais qui fera sourire probablement le professeur Merle que je vois dans la salle, parce que dans le cas numéro 4, il y avait donc une fracture de la clavicule, une fracture de la glaine qui était très, très déplacée aussi au niveau du bord inférieur. Et est-ce que ça pourrait rentrer dans le célèbre syndrome SOCT, c'est-à-dire syndrome homocléido-thoracique, qui a été décrit par notre ami le regretté docteur Alain Ferry, que le professeur Merle a bien connu il y a de cela quelques décennies. Merci. Permettez-moi, M. Herzberg, de féliciter surtout votre jeune élève, Marion, et j'espère qu'on se reverra très bientôt à la Société française d'arthroscopie. Et bravo pour cet excellent travail. Maintenant, il faut répondre aux questions. Merci monsieur. Alors pour la seconde question, bien sûr, ça c'est très proche du syndrome. Pour la première question, techniquement très intéressante et merci de la question, il faut bien penser à faire la voie d'abord arthroscopique tant que la peau est continue, sinon c'est un problème de tension. Pour avoir une bonne tenue de la porte, il faut
il ne faut pas que la porte soit dans la voie mini-invasive. Et ensuite, on commence par la porte postérieure, comme traditionnellement, et ensuite par le stick, on fait une voie inside-out antérieure. Et il faut bien sûr une double voie pour pouvoir manipuler. Rigide ou Merci infiniment. Encore bravo pour cette communication. Merci à vous, monsieur. Est-ce qu'il y a un intérêt pour les endoscopes souples? Parce que vous utilisez des systèmes rigides. Alors, pour l'instant, les Parce que systèmes... vu la conformation, Oui, peut-être mais envie c'est d'aller voir. aussi cette question très intéressante parce que il existe actuellement le développement de ce qu'on appelle le nanoscope, qui est justement un arthroscope flexible et qui permet d'aller dans plus d'anfractuosité et d'être souple. La question, c'est qu'il est un peu petit. Oui, et il n'a pas une angulation aussi performante que les arthroscopes classiques. Et c'est vrai qu'il faut c'est peut-être à nous aussi d'apprendre cette nouvelle visualisation, mais c'est pas toujours aussi large et pas toujours aussi évident. Ça a été utilisé pour le poignet et un petit peu pour le coude, pas à ma connaissance pour l'épaule encore. Pour l'instant, on a une vue parfaite, enfin, autant que ça puisse être le mot parfait, mais c'est suffisant pour... avec les 30 degrés, et on peut prendre un 60 degrés si nécessaire, un 70 degrés. Calibre 3 Là, c'est du 4 mm, 4 mm. Pour épaule, oui. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup. Merci.